Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Spécialisée dans les affaires pénales, notamment terroristes, mon invitée aujourd'hui est une femme incontournable de la juridiction et du droit international. Elle a plaidé dans de très nombreux dossiers de victimes d'attentats, de l'affaire Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en 2012, à l'attentat à la basilique de Nice en 2020, en passant par les attentats du Bataclan en 2015. Devenue conseil auprès de la Cour pénale internationale en 2014, mon invité défend les intérêts des minorités religieuses d'Irak et de Syrie, notamment chrétiennes et yazidis, persécutées par Daesh. Elle a obtenu l'ouverture des procédures pour crimes contre l'humanité à l'endroit des djihadistes français. Elle représente également auprès de la Cour pénale les Arméniens chassés du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Vous l'aurez reconnu, mon invitée aujourd'hui est celle qui aujourd'hui dirige le jury du prix littéraire Gisèle Halimi, dont la première édition a eu lieu en novembre 2023. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la joie et le privilège de recevoir Maître Samia Marcouf, celle qui, par son regard lumineux et bienveillant, mais aussi par sa joie de vivre, ne cesse de défendre la vie face à ceux qui prêchent la mort, pour reprendre son magnifique livre paru aux éditions Michel Lafon en 2017. Maître, soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour agir et merci de me recevoir. Merci à vous. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Michel Foucault qui souligne « Je suis moi-même, la question, telle est la question à laquelle je ne cesse de répondre. » Et vous, maître, qui êtes-vous? D'abord, je voudrais dire que Michel Foucault est un philosophe qui m'accompagne très souvent dans le cadre des procès que je suis amenée à suivre et lorsque je suis aux côtés des victimes du terrorisme ou lorsque je défends des personnes mises en examen ou inculpées. Donc, ce que j'aime beaucoup dans cette citation, c'est le propre même de la réflexion de Michel Foucault, qui s'est interrogé sur les conditions des prisonniers et sur la problématique de surveiller et punir. Et aux côtés de tout cela, la place de la dignité humaine et l'équilibre à trouver entre la répression et la préparation de la personne qui a été punie, qui a purgé sa peine, à la sortie de cette prison. Alors c'est intéressant, maître Samia Marcouf, pourquoi? Parce que vous parlez de la dignité, on va en reparler au niveau juridique. Peut-être avant d'approfondir la réflexion, quelle est selon vous, non pas comme les autres vous voient, mais selon vous, quelle est votre plus belle qualité? Je préfère qu'on en parle, que d'autres citent, mais pas moi, parce que moi j'essaye surtout de voir ce qui ne va pas pour essayer de corriger, et si je n'arrive pas, et pas tant mieux, je me dis, je me dis que c'est, je suis comme tous les êtres humains imparfaite, mais c'est bien que ça soit dit par les autres et que mes défauts ne soient vus que par moi. Et peut-être, finalement, permettez-moi de dire, peut-être votre qualité, c'est peut-être d'accepter les imperfections, finalement. Tout à fait. Alors, quelques questions de sémantique. Vous êtes une avocate internationale. Quelle définition toute simple donnez-vous de l'avocate que vous êtes? Ce n'est pas une définition internationale, c'est une définition, parce qu'en fait, ça ne peut pas être une définition, parce que dans la mission de l'avocat, il y a de la passion, il y a de l'engagement, il y a de la volonté, il y a beaucoup d'éléments subjectifs, personnels, qui font qu'il n'y a pas une seule et unique définition. Mais en tout état de cause, si on devait passer par la case définition, je dirais
c'est la personne qui accepte d'être aux côtés de quelqu'un, peu importe sa posture, peu importe le délit ou le crime qu'il a commis. Si on est de l'autre côté de la barre, et si comme il m'arrive très souvent d'être aux côtés des victimes, et dans ce cas-là, il faudrait beaucoup, je pense, d'engagement personnel pour comprendre les victimes, comprendre leur traumatisme, comprendre leur désespérance, parce qu'ils sont dans la désespérance. Je pense notamment aux attentats du 13 novembre, des victimes que j'ai eu l'honneur d'accompagner jusqu'au procès, parce qu'avant d'arriver au procès, il y a 5 longues années qui s'écoulent. Il y a des personnes qui désespéraient de la vie. Donc oui, à ce moment-là, je ne suis pas que l'avocate, je suis l'avocate, je suis l'être humain, je suis la femme, je suis la sœur, je suis l'amie. On est un peu beaucoup pour accompagner ces victimes. Et pour ce qui est des cas des personnes mises en examen, accusées, on est les personnes qui essayons de comprendre sans juger. Comme disait, on reviendra si vous voulez bien sur des citations de Victor Hugo, notamment lors de son combat pour l'abolition de la peine de mort, c'est que c'est extrêmement difficile de pouvoir condamner une personne, parce que pour pouvoir condamner, il faut être juste. Et pour être juste, il faut pouvoir comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut avoir une capacité à accepter autrui. Donc c'est un peu compliqué, et c'est très important de se situer à la bonne distance de la personne qu'on défend, de la même manière de la personne qu'on assiste, parce que les victimes du terrorisme, de ces actes barbares horribles que la France a malheureusement eu à connaître depuis 2012, eh bien, il faut garder cette distance pour pouvoir accompagner de manière éclairée et ne pas faire corps avec le traumatisme et la douleur de la personne pour mieux la défendre. Alors ce que vous dites me fait penser à la citation de John Adams qui souligne « L'avocat est le confident des secrets les plus intimes, le gardien des droits les plus sacrés et le défenseur infatigable de la justice. » Ce que vous venez de décrire, c'est exactement cela. Maître Samia Maktouf, comment comprendre, parce que tout à l'heure vous venez de dire qu'il y a eu 5 ans entre les attentats et le procès. Comment aujourd'hui, en France, comprendre cette aussi grande distance, cette temporalité de la justice? Autrement dit, pourquoi la justice est-elle aussi longue? Écoutez, la justice a besoin de temps, la justice a besoin de comprendre, la justice a besoin d'effectuer des investigations, la justice a besoin de reconstituer la scène de crime. Et pour ça, il faut du temps. Et malheureusement, l'horloge judiciaire n'est pas celle que nous suivons aujourd'hui, et n'est pas celle que les victimes regardent. Elle n'est pas celle non plus que les accusés voient. Donc oui, l'horloge a des différents paramètres qui se voient de différents côtés. Alors 5 ans parce qu'il a fallu instruire, c'est des dossiers qui ont, c'est le propre du terrorisme, c'est les répercussions internationales. Le terrorisme est une composante internationale qui s'est faite au fur et en mesure du temps, avec des personnes qui se sont nourries de la haine de l'autre, qui refusent l'altérité et qui essayent de réunir le maximum de personnes pour combattre une civilisation.
c'est ce qu'ils pensent en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et pour ça, pour remonter toutes ces filières, parce que les filières, elles sont internationales, les filières, elles sont diffuses dans notre société même. Vous savez, dans le dossier, par exemple, du 13 novembre, c'est des implications de groupes qui agissent de l'autre côté du monde, du continent. Il y a une organisation entre eux qui fait que il faut que ces réseaux tentaculaires puissent être remontés par la justice, et vous me donnez l'occasion pour saluer le travail exceptionnel qui est fait par nos services de renseignement, par la police et par toutes les forces de l'ordre. Oui, c'est vrai, on peut vraiment saluer le travail qu'ils font. Maître Samia Maktouf, vous êtes réputé au niveau international pour être l'avocat des victimes des attentats, du terrorisme. Ma question est la suivante. Le terrorisme est encore sur notre sol, au niveau mondial. Vouloir éradiquer totalement le terrorisme, n'est-il finalement pas devenu qu'une vaine utopie? C'est d'abord une réalité, parce qu'il faut être humble. Il faut être humble et reconnaître que malheureusement, on ne peut pas éradiquer totalement le terrorisme, parce qu'il y a une dimension humaine qui fait que l'être humain a cette capacité, et ça ramène à des concepts philosophiques, à s'adapter. Et j'ai même tendance très souvent à dire, lorsque je suis interrogée sur la question terroriste, de dire que malheureusement, les terroristes ont quelques pas d'avance sur nous, parce que nous sommes liés par un état de droit, nous sommes liés par la démocratie. On ne peut pas aller frapper à la porte de quelqu'un parce qu'il y a juste des soupçons. Il faut que ça soit étayé par des faits, il faut que la justice donne des mandats, des autorisations pour pouvoir effectuer ces perquisitions, d'arrêter, Vous voyez, donc nous sommes, et fort heureusement d'ailleurs, je ne peux pas déplorer cela, parce que lorsqu'on est attaché au principe de l'état de droit, de la démocratie, il faut accepter cela, sinon tout s'écroule. Donc oui, pour répondre à votre question, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Et ça serait ne pas respecter les victimes qui ont beaucoup souffert, qui ont perdu ce qu'elles ont de plus proche, de plus important dans leur vie. Et pour les survivants, il faut quand même rappeler que ces survivants vivent avec un traumatisme et vivent avec le souvenir qui n'est jamais lointain de ces attentats. Mais pour autant, on leur doit, et l'État leur doit, d'être juste, d'être honnête, et de leur dire que malheureusement, avec tout l'effort qui sont effectués, tous les attentats qui sont déjoués par nos forces de police, malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Dire le contraire, c'est s'engager dans des calculs électoralistes qui portent atteinte à la mémoire de ceux qui sont morts et à la dignité des survivants. Et Maître Samia Maktouf, comment expliquez-vous cette violence qu'il y a aujourd'hui, et finalement, quel est le fondement, peut-être une question un peu étonnante, mais quel est le fondement du terrorisme? C'est l'être humain. C'est l'être humain, et vous savez, malheureusement, comme je m'interdis d'être dans des thèses victimaires, je n'ai pas envie d'expliquer la violence, le terrorisme, par une situation subie par certaines populations, subie par ceux-mêmes qui sont passés à un acte terroriste, ceux qui ont endoctriné ces terroristes, qui sont allés les chercher. Donc je ne veux pas me résoudre à expliquer la violence par une quelconque victimisation ou une quelconque histoire des êtres, à savoir la colonisation, la domination. Bien sûr que ça laisse des traces, mais en tout cas, peut-être que
je m'inspire de ma propre expérience pour dire qu'il ne faut jamais céder à une quelconque victimisation pour pouvoir avancer. Et aussitôt qu'on est tombé, il faut se relever. Et si on cherche les raisons pour lesquelles on a succombé, on est tombé, on ne se relèvera jamais. Donc voilà, j'essaie de regarder devant et pas derrière. Vous êtes avocate de ces victimes du terrorisme. Maître Samia Maktouf, détenez-vous la vérité? Personne ne détient la vérité. Ça serait une insulte à nous-mêmes que de considérer que nous détenons la vérité. Moi, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je doute tous les jours. Tous les jours, je doute de quelque chose qui a été arrêté par moi, décidé, réfléchi, mais je doute tous les jours, et je pense que le jour où j'arrêterai de douter, je n'avancerai plus. Quelle définition donnez-vous de la vérité? La vérité, c'est le doute, c'est parce qu'on doute qu'on peut arriver à la vérité, et c'est la notion même de la manifestation de la vérité. La manifestation de la vérité est un parcours long et épineux de la justice pour arriver à démontrer telle ou telle infraction, délit, donc ou crime. Donc c'est un parcours. La vérité est un parcours. Et dans ce parcours que nous devons traverser, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, avec l'autre. Et vous savez, moi, je préfère, comme le disaient beaucoup d'éminents confrères et magistrats, je préfère que des accusés puissent bénéficier de doutes que subir une inculpation qui ne repose pas sur un parcours de vérité et s'attache et s'arrête à un certain nombre d'indices. Voilà, donc, et si vous me permettez de revenir à la notion de l'état de droit, de la démocratie qui nous lie. La démocratie nous lie, et moi je suis fière que cette démocratie nous lie, parce qu'autrement il n'y aura plus aucune différence entre nous et des voyous, des terroristes, des délinquants. Il n'y aura plus de différence. Nous, ce qui nous lie, c'est le respect des droits de la défense, le respect du contradictoire. Le doute doit bénéficier à l'accusé. Vous voyez, c'est toutes ces notions-là que la philosophie des Lumières nous a inculqué et a inculqué notre droit, et notamment le droit constitutionnel. Exactement. Et lorsque vous êtes à la barre pour plaider, nous sommes tous des êtres humains, donc nous avons tous une humanité, on a de la compassion avec tout ce qui se passe, etc. Lorsque vous êtes à la barre, Maître Samia Maktouf, cherchez-vous à convaincre ou à persuader? Les deux, l'un ne va pas sans l'autre. On commence par persuader pour convaincre. Et si on n'arrive pas à convaincre, c'est que peut-être nous n'étions pas suffisamment, ou je n'étais pas suffisamment habitée par la cause, ou je n'ai peut-être pas suffisamment transmis au tribunal ou à la cour les éléments qui permettent, si je suis du côté de la défense, de douter et de considérer que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis, ni l'élément moral, encore moins l'élément intentionnel. Et quelles sont aujourd'hui, encore plus qu'hier peut-être, les grandes valeurs éthiques de la justice que vous défendez? Écoutez, je ne prétends pas citer les grandes valeurs. Moi, je peux vous dire, ma Bible, c'est la Constitution française. Ma Bible, c'est les codes promulgués par notre nation, notre État, donc qui évolue. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je m'attache au texte, parce que le texte
évolue. Et pour revenir à la philosophie du droit, justement, le propre de la philosophie du droit, c'est de permettre de s'interroger, de se poser des questions, d'adapter des comportements, de s'inspirer de notre société pour promulguer des lois. Et donc, le miroir de notre constitution, de nos lois, c'est ce qui est écrit et ce qui est amené à être abrogé et réécrit. Donc c'est la preuve que nous vivons dans une société qui évolue. Vous parliez tout à l'heure de la violence. Aujourd'hui, notre état de droit, le droit positif français évolue avec ce comportement qui, je ne sais pas si ça date de longtemps ou aujourd'hui il y a plus de violence. Je crois, si j'entends les historiens, qu'il y a toujours eu de la violence et que les faits divers ont toujours existé dans une société et que le cursus n'était pas suffisamment mis sur ces faits divers. Donc je ne sais pas si l'être humain a changé ou la manière de mettre en lumière ces faits divers a changé, puisqu'aujourd'hui c'est à la loupe, et tant mieux. Tant mieux, parce que ça permet de punir et ça permet d'éduquer et d'alerter l'individu. Donc voilà. Mais comment expliquez-vous alors que parce que les lois finalement elles sont faites pour tous, pour tout le monde. Comment expliquez-vous la tension qu'il y a entre la loi et la justice, et de ce fait pourquoi la loi ne plaît-elle pas? Écoutez, moi je n'ai pas l'impression qu'il y a une tension entre la loi et la justice. J'ai vraiment pas l'impression. Je trouve qu'il y a un procès mal fait aux magistrats qui... vous savez, on parlait de valeurs et de notions. Je vais vous citer un auquel je suis également attachée. C'est l'individualisation de la peine. On ne peut pas être juste et juger utilement et sanctionner si on n'individualise pas la peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une peine n'est pas faite pour être appliquée d'une manière générale sur l'ensemble des personnes qui ont commis tel acte. Il faut prendre en considération la personnalité de la personne mise en examen, accusée. Il faut prendre en considération l'environnement du sujet de ce droit, et ça s'appelle l'individualisation de la peine. C'est pourquoi on plaide la personnalité de la personne, c'est pourquoi on plaide les circonstances atténuantes, c'est pour ça qu'un mineur n'est pas puni de la même manière qu'un majeur, c'est pour ça qu'une personne qui a subi telle ou telle contrainte peut ne pas être jugée de la même manière que l'autre qui a commis la même infraction. C'est pour ça, et notre droit a évolué, une personne qui décide de coopérer avec la justice peut voir sa peine diminuer parce que ça permet de sauver d'autres citoyens. Donc vous voyez, il n'y a pas de peine unique, il y a le principe qui émane de notre état de droit, qui est l'individualisation de la peine. Oui, mais cette individualisation de la peine, je reprends quand même, il y a des avis de justice qui sont donnés parfois et qui sont complètement... la justice rend parfois des avis étonnants et qui ne font qu'augmenter peut-être la violence de ceux qui la reçoivent. D'abord, comment expliquez-vous pardonnez-moi, la justice ne rend pas des avis, la justice rend des décisions, et ces décisions peuvent faire l'objet d'appels, de pourvoi, voire même aujourd'hui d'une procédure devant les instances internationales. Encore une fois, c'est ça l'état de droit, c'est que dans un état, dans une dictature, une décision est rendue et elle est finale, elle est définitive, on s'arrête là. Pardonnez-moi, moi d'abord, je respecte les décisions qui sont rendues par notre justice. Je ne suis pas toujours d'accord avec ces décisions. Et ce qui me rassure, c'est que j'ai la possibilité
de les attaquer devant une juridiction supérieure. Et fort heureusement, il m'est arrivé, pas à chaque fois, d'obtenir gain de cause parce que la décision n'était pas suffisamment motivée en droit, et ce qui permet à une cour d'appel de réformer cette décision. Et si je ne suis pas satisfaite, j'ai d'autres moyens. Moi, je suis allée devant la Cour de cassation, notamment dans un des cas de reconnaissance de statut de victime de partie civile en matière terroriste. Eh bien, la Cour de cassation m'a donné raison, et c'est comme ça que l'état de droit est consacré. C'est que une décision est rendue, elle peut ne pas respecter la règle de droit, et nous avons, fort heureusement, et on ne peut que nous en satisfaire, nous avons la possibilité de l'attaquer devant une juridiction supérieure. Aujourd'hui, je ne dis pas que toutes les décisions sont magnifiques, toutes les décisions, mais j'ai encore cette semaine eu 2 décisions que je vais devoir attaquer interjeter appel devant la cour d'appel. Mais ça ne me met pas en conflit avec l'institution judiciaire. Vous voyez ce que je veux dire? L'institution judiciaire fait au mieux, mais les choses sont tellement bien faites, c'est que nous avons la possibilité d'intenter des actions pour réformer une décision qui ne convient pas parce qu'elle n'aurait pas appliqué suffisamment bien la règle de droit. Je ne sais pas si je suis claire, pardon. Si, j'aime ce que vous dites. Tout à l'heure, en début d'interview, vous évoquiez le concept de dignité, la dignité humaine. Qu'est-ce qu'avoir une dignité, ou tout simplement, qu'est-ce qu'une dignité humaine? À quel moment parlons-nous de dignité? À tout moment, que ce soit pour les victimes ou pour les personnes mises en examen. Pour les victimes, et pardonnez-moi d'évoquer un cas d'actualité, enfin plusieurs cas d'actualité, notamment en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Bien sûr que c'est des déclarations. Moi, sauf cas exceptionnel, je ne vois pas une femme se rendre dans un commissariat pour porter plainte pour viol ou agression sexuelle ou violation ou violence faite à son encontre s'il n'y a pas une réelle motivation, si elle n'a pas vraiment subi cette violence. Je ne dis pas que c'est toujours vrai à 100%. J'ai moi-même eu le cas d'obtenir la relaxe d'un homme dont la femme a décidé pour des raisons personnelles que son mari l'a giflé, alors que ça a été prouvé que c'était pour d'autres raisons et pour obtenir un divorce. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce cas, mais à 90,90%, il faut respecter la parole de la femme. Il faut respecter ce qu'elle dit, parce que ce qui l'amène devant un poste ou derrière son écran pour rédiger la plainte, c'est quelque chose d'aussi fort que la violence qu'elle a subie. Parce qu'elle est obligée de dénoncer ces violences et de faire en sorte qu'on la croie. Parce qu'elle sait qu'elle part avec ce capital de défiance où, ah oui, ah bon, est-ce qu'elle n'a pas fait... elle n'a pas essayé de le provoquer, et ça j'ai horreur d'entendre ça, et même aujourd'hui on continue à entendre ça. Ah oui, mais parce que c'est peut-être parce qu'elle a essayé de le provoquer. Attendez, c'est pas un animal qui est en face. C'est pas un animal qui est en face. Combien même elle l'aurait provoqué. Rien ne justifie les violences contre les femmes. Rien ne justifie qu'un homme essaye de profiter de la faiblesse, de la vulnérabilité d'une jeune femme. Et vous voyez à qui je pense. Et donc voilà, la dignité, c'est respecter respecter ce sentiment de douleur qu'elle a et l'effort qu'elle a fait pour aller dénoncer cette violence. La dignité, je voudrais l'évoquer aussi du côté des personnes qui sont mises en examen pour telle ou telle infraction. D'abord, il faut rappeler un principe qui guide notre
état de droit, c'est la présomption d'innocence. À partir du moment où la personne n'a pas été jugée, n'a pas fait appel de sa décision, elle demeure et restera innocente, présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Et là, il faut qu'on respecte sa dignité. Vous savez, vous évoquiez tout à l'heure les différents procès auxquels j'ai eu l'honneur d'être aux côtés des victimes, parce que la France, c'est la France qui a été visée. C'est pour ça que je précise que c'était très très important, parce que ces personnes-là, ces victimes-là, sont des victimes de la conception que d'autres se font de la France. C'est la France qu'on a essayé de mettre à terre. Et donc, en plus, nous sommes aujourd'hui le mois de mars, et depuis le 11 mars, nous avons eu des militaires, et notamment un des militaires dont j'ai eu l'honneur de défendre la famille, le soldat Ibn Ziaten, de la même manière qu'Abel Chenouf, le Quad. C'est des soldats qui sont morts pour la France, c'est des soldats qui portaient les couleurs de la France, et ils ont été visés parce qu'ils portaient l'uniforme de l'armée. De la même manière, justement, dans l'attentat du terroriste Mera, nous avons tout ce que le terrorisme veut écraser, puisque on a tué des enfants juifs à l'école de Toulouse et Zatora, parce que c'était, ainsi que leur enseignant, parce qu'ils étaient de confession juive. Nous avons tué, ces terroristes se sont attaqués à nos forces de police aussi. Je pense à Clarissa, la policière qui a été tuée parce qu'elle portait l'uniforme de la police. Donc vous voyez, toutes ces personnes-là, on leur doit le respect. Parce que ce n'est pas une altercation, ce n'est pas un problème de trafic de drogue où il y a eu un règlement de compte. C'est des personnes qui n'ont rien à voir de près ou de loin avec des faits délictuels. C'est des personnes qui ont été visées tout simplement parce que la France était visée. C'est pour ça qu'on doit les accompagner, et l'État s'honore d'accompagner comme il se doit les victimes du terrorisme. Lors des procès où j'ai eu à intervenir, j'étais flattée de voir comment ces accusés bénéficiaient des meilleurs de la défense, parmi les meilleurs de mes confrères qui étaient à leur côté, aux côtés de ces personnes qui devaient répondre de leurs actes terroristes qui ont causé, pour ce qui est du Bataclan, du plus grand nombre de victimes, et pour Charlie Hebdo, l'hypercachère, ou l'attentat de Nice ou de la Basilique. C'était très très important que ces personnes-là, que ces accusés puissent bénéficier de la meilleure de la défense. C'est très très important, et c'est ainsi que j'expliquais. Et je dois vous dire, c'est pour ça que j'ai, outre le respect, j'ai de l'admiration pour les victimes qui comprennent cela, qui considèrent que oui, pour que ces accusés soient bien jugés, il faut qu'ils bénéficient de tous leurs droits, tous les droits de la défense, et qu'ils soient le mieux défendus, et qu'ils bénéficient de toute la protection nécessaire pour que le verdict prononcé soit à la hauteur de notre état de droit. C'est passionnant, maître Samia Maktoum, ce que vous dites, mais malheureusement l'interview s'achève. Peut-être une dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Vous défendez les victimes du terrorisme, et de ce fait vous êtes confronté malheureusement très régulièrement à la mort. Quelle est votre conception, quel est votre regard? Autrement dit, avez-vous peur de mourir, ou angoissez-vous de mourir à l'idée, puisque vous êtes confronté continuellement à cela finalement? Écoutez, très sincèrement, je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort est une fatalité et la mort est une certitude. Et si aujourd'hui, parce que tout à l'heure je vous disais que je doutais de tout, oui. et si aujourd'hui j'ai une certitude dans ma vie, c'est que je dois mourir. Donc je n'ai pas peur d'une certitude qui doit
arriver. C'est vrai, vous avez raison, c'est la seule certitude que l'homme a, c'est qu'il sait qu'il doit mourir. Merci infiniment, Merci à vous. Maître Samia Maktoum, de m'avoir reçu. Merci beaucoup, et je voudrais terminer par une citation qui, à mon sens, vous définit, de Jean Jaurès, qui souligne « L'avocat, c'est la rigueur de la défense et l'humanité dans le cœur ». Et je crois vraiment, c'est qui vous êtes, ce que Très vous belle faites. citation. Merci infiniment. Merci à vous. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et vous donne rendez-vous pour une prochaine interview. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.